Donc, merci à toutes et à tous d'être présents, déjà nos intervenants. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Ça fait vraiment plaisir de voir que nos événements peuvent intéresser. Euh, et merci au public d'être là également. Donc, je vais vous présenter un peu brièvement avant de laisser la parole à nos intervenants. Donc, l'association, Sorbonne pour l'ONU, pour les personnes qui connaissent peut-être pas encore très bien. Donc, c'est une association étudiante de la Sorbonne qui regroupe Paris 1, Paris 3 et Paris 4. Donc, nous, en fait, on a pour mission de promouvoir les valeurs des Nations Unies au sein principalement du milieu universitaire, c'est notre principal public, mais nos événements sont ouverts à tous, à toutes et tous. Et donc, au sein de Sorbonne pour l'ONU, on est divisé en plusieurs branches thématiques, dont fait partie le pôle pro, mais on a aussi des antennes UN Environnement, UN Women, Human Rights, UNICEF, voilà, qui correspondent en fait au programme des Nations Unies. Et le pôle professionnalisation, lui, a été créé il y a 2 ans maintenant. Et donc, c'est notre 3e édition du Forum des métiers. Cette année, malheureusement, virtuelle, on aurait bien aimé pouvoir le continuer en présentiel, mais malheureusement, étant donné la crise sanitaire, on n'a pas pu. Mais on a fait au mieux pour pouvoir le tenir dans les meilleures conditions. Euh, donc, je vais juste à mettre quelqu'un sur le Zoom. Donc, pour vous présenter un petit peu le Forum des métiers, enfin le pôle pro même de manière générale, notre mission, en fait, c'est vraiment de permettre aux étudiants de consolider leur projet professionnel parce que on est toutes et tous en études et on a peut-être des a priori, des appréhensions sur notre futur post-études et c'est parfois un peu compliqué d'avoir les informations qu'il nous faut sur les différentes carrières. Et du coup, nous, on organise des rencontres professionnelles, donc ce qu'on appelle déjà des visio pro. Enfin, maintenant, avant, c'était des cafés pro, mais maintenant, on est passé en visio. Donc, on invite 1 ou 2 personnes, des fois d'une même organisation, pour venir parler de manière informelle de leur parcours, de leur métier. Et le but, c'est que vous puissiez poser vos questions en toute intimité, si on peut dire. C'est vraiment par petits groupes. Donc, on a déjà ces événements et on a notre gros événement de l'année qui est donc notre forum des métiers. Qui est divisé en 5 pôles thématiques. Et donc là, de midi à 13h30, on aura le pôle think tank. Donc c'est un pôle qui est assez intéressant parce que les think tanks, c'est des organisations qui sont peut-être assez peu connues des étudiants. On a déjà vu des noms passer, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et pourtant, c'est des ressources très utiles quand on est étudiant et étudiante. Et donc, mais aujourd'hui, on a invité plusieurs intervenants qui viennent de plusieurs think tanks différents, dont je laisserai la parole juste après. Donc, on a déjà 2 représentants de l'Institut d'études géopolitiques appliquées. Donc, M. Négrus et M. Bertolino, qui sont membres d'un think tank qui est spécialisé sur les relations internationales, la géopolitique. Nous en parlerons plus après. On a ensuite M. Thomas Carlin, qui est membre de l'Institut Jacques Delors, donc qui est spécialisé, comme son nom l'indique, sur les questions européennes. Il est directeur du Centre Énergie. Et ensuite, on a M. Adel Bakawan, qui est membre de 2 think tanks, qui est chercheur à l'IFRI, donc qui est un think tank spécialisé sur les relations internationales également, et aussi à l'IREMO, qui est un think tank spécialisé sur les questions du Moyen-Orient. Donc voilà, je vais leur laisser la parole un par un. C'est l'Institut EGA qui va commencer. Et puis, n'hésitez pas à poser justement toutes vos questions dans le live, même pendant leurs interventions. On les posera au fur et à mesure après en direct aux intervenants. Et voilà, donc je vais laisser la parole soit à Alexandre, soit à Romain, comme vous voulez. Merci beaucoup pour cette invitation et pour votre travail à destination des étudiants. Bonjour au public et puis à nos collègues également intervenants. Et l'Institut Jacques Delors, l'IFRI, l'IREMO sont des think tanks avec lesquels l'Institut EGA a déjà eu l'occasion de travailler en conviant des intervenants ou des chercheurs de chez eux qui ont déjà écrit dans nos différents formats qu'on vous présentera tout à l'heure. Alors, pour ce qui est de mon parcours, puisque je crois que c'est aussi l'objectif, présenter notre parcours et ensuite notre think tank. Je suis juriste en droit international et européen. J'ai fait la quasi-totalité de mon parcours à Paris-Nanterre, hormis ma première année que j'ai fait à Dijon, avec une spécialisation en droit international public. J'ai doublé mon master d'un diplôme universitaire sur les juridictions et les organisations pénales internationales. Et j'ai également fait un passage au bureau de l'entraide pénale internationale du ministère de la Justice, un bureau qui gère le volet mandat d'arrêt européen et extradition.
au-delà du parcours universitaire, sur lequel on se concentre énormément en France, je pense qu'il faut parler, c'est l'objet de la séance, des engagements extra-universitaires. Et j'invite un maximum d'étudiants de s'engager le plus tôt possible et de voir au-delà de leurs études. Lors de la rentrée solennelle de ma première année de droit à Dijon, le doyen de la faculté de droit nous avait répondu à la question qu'est-ce qu'un bon juriste? Et il avait dit un bon juriste, c'est quelqu'un qui explore au-delà du droit, qui fait des choses au-delà de la faculté. Et c'est ce qui m'a donné l'envie de fonder dès ma deuxième année de droit un think tank. Au début, son nom était les ambassadeurs de la jeunesse, et au gré de notre professionnalisation, on a pris le nom d'Institut d'études de géopolitique appliquée, parce que aujourd'hui, déjà en France, par rapport à certains de nos voisins, on n'est pas nombreux. Les think tanks, d'autant plus spécialisés dans les relations internationales, ne sont pas très nombreux. C'est un domaine mal connu. Vous disiez tout à l'heure, lorsqu'on était en off, que c'est mal connu par les étudiants, mais je pense que c'est mal connu tout court. Le milieu des think tanks, pourtant, est très riche. On y rencontre non seulement des personnes formidables, mais on y exerce des activités fort passionnantes. Et pour tout individu, pour tout étudiant qui a envie de faire carrière dans les relations internationales, les think tanks, c'est aussi une solution. Certains se dirigent vers des ONG, vers les organisations internationales, mais beaucoup oublient aussi les think tanks. Alors après, c'est vrai que ce n'est pas non plus un secteur où il y a un très grand nombre d'offres d'emploi, malheureusement, ou alors pas d'offres d'emploi fortement attrayantes, mais il y en a quand même, il faut les explorer. L'Institut d'études de géopolitique appliquée exerce dans 4 principales activités. La première, on fait de la recherche scientifique avec de la publication classique, comme tout think tank. Vous allez sur le site internet de n'importe quel think tank, vous allez avoir une rubrique publication, différents formats, des rapports, des formats un peu plus courts avec des articles, même des entretiens avec des experts. Ça, c'est le premier pan de nos activités. Le deuxième... La deuxième activité que l'on mène, c'est ce que l'on appelle, nous, au sein de l'Institut EGA, la diffusion d'informations. Dans diffusion d'informations, on peut ouvrir plusieurs tiroirs et y ranger des conférences d'actualité, des séminaires un petit peu plus spécialisés, bref, tout type d'événements au cours desquels on invite des spécialistes à intervenir seuls, en binôme, en trinôme ou à plusieurs sous forme de colloques, par exemple, sur des sujets particuliers qui vont permettre de développer une pensée, qui vont permettre de diffuser tout simplement de l'information. Troisième activité que l'on mène dans l'Institut EGA, et ça, ce n'est pas propre à tous les think tanks. Certains think tanks ont ce volet, d'autres ne l'ont pas. On a un volet formation. On dispense des formations spécialisées sur des sujets géopolitiques, des formations qui sont à destination d'étudiants, mais de la société civile en général, mais aussi à destination d'institutionnels, comme des diplomates ou alors des entreprises, que ce soit leurs salariés ou leurs dirigeants. Et à ce titre, l'Institut EGA a 2 programmes, un spécialisé pour les institutionnels et un autre pour les entreprises. Le premier, c'est le programme Parole aux ambassades, et le deuxième, les rencontres géoéconomiques. Dans Parole aux ambassades, on fait intervenir des diplomates, et dans les rencontres géoéconomiques, ce sont des sujets d'intérêt pour les entreprises, mais mon collègue Romain Bertolino aura l'occasion d'y revenir. Les think tanks, déjà la définition
du think tank, je pense, est complexe. Elle n'est pas figée. Je crois que l'IFRI avait publié une note il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être il y a un an, un peu plus, mais c'est pas si vieux que ça, une note sur le rôle des think tanks et ce qu'ils peuvent apporter à la société en général. Il ne faut pas se tromper, les think tanks ne sont pas là pour prendre des décisions, ne sont pas là pour emboîter le pas à des dirigeants. Ils sont là pour aider à la réflexion, pour développer une expertise, mais ils ne sont pas là pour faire du militantisme ou que sais-je encore. Voilà ce que j'avais à dire brièvement sur les activités de l'Institut EGA, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. On n'a pas un domaine de spécialisation sur une zone géographique en particulier ou sur une thématique en particulier. On a plusieurs commissions et représentations géographiques. Et je vais laisser le soin à Romain d'en parler pour me compléter. Merci beaucoup et puis au plaisir de répondre aux quelques questions qu'il pourra y avoir. Merci Alexandre, merci de nouveau à ceux qui nous accueillent. Bonjour et merci également à nos collègues, plutôt nos homologues des autres think tanks, et merci à tout le public. Avant peut-être de me présenter, j'en profite pour aller dans la continuité de ce que tu disais, Alexandre. Bon, ça semble logique, mais c'est toujours bien d'être clair là-dessus. Évidemment, toute personne qui donc, a la possibilité de travailler pour un think tank est amenée à travailler sur une ou plusieurs des branches évoquées. Il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents, qui sont beaucoup plus motivés sur la recherche et la rédaction, qui vont vraiment se spécialiser sur cette branche. D'autres personnes qui sont un peu plus transversales, d'autres qui ont la capacité à créer des programmes à vocation pédagogique et donc ils peuvent beaucoup plus se concentrer là-dessus. Donc tout ça pour dire que les think tanks permettent d'accueillir finalement des gens aux compétences assez variées, tant sur les domaines d'analyse, on est plus spécialisé, je ne sais pas, en diplomatie culturelle, diplomatie économique, sécurité et défense, que finalement un savoir-faire technique ou même un savoir-être. Les compétences liées à la rédaction ne sont pas les mêmes, par exemple, à celles tout simplement d'une organisation d'événements avec, je ne sais pas, une ambassade, par exemple. Ça, c'était vraiment la parenthèse, mais c'était peut-être quand même important de bien appuyer là-dessus. Je vais me présenter parce que c'est aussi le but de cet événement. Donc, pour Romain Bertolino, moi, j'ai réalisé un master à l'IRIS Sup pour être exact, en relations internationales et géopolitique et prospective. Ce n'est pas ma première formation, puisque j'ai suivi cette formation après avoir fait un master, moi, en management. J'étais pas du tout dans les relations internationales. J'ai toujours été passionné par la relation internationale, mais ce n'était pas du tout mon domaine d'études. J'étais dans le commerce international. J'ai fait un petit peu de finance, mais sans plus. Management des achats et puis management de manière générale des troupes. C'est important parce qu'un think tank, comme n'importe quelle structure, au-delà de son domaine d'activité, donc en l'occurrence, nous, les relations internationales, c'est un organisme. Et un organisme, ça veut dire pouvoir créer des synergies entre les individus, pouvoir faire du bon recrutement, ça veut dire pouvoir développer notre personnel en interne, ça veut dire, voilà, c'est tout simplement des hommes et des femmes qui collaborent pour créer vraiment une synergie. Donc ce que je peux dire par là, c'est que toutes les personnes qui ont peut-être un profil atypique ne sont pas exclues, pas du tout, du monde, alors atypique sans prétention évidemment, ne sont pas du tout exclus du monde des think tanks. Comme j'ai pu vous dire précédemment, on recherche des gens de profils différents, des gens qui ont eu une activité avant ou des études qui leur ont permis d'être, on va dire, un peu plus débrouillards au niveau des relations humaines. Ce sont des gens qui vont être peut-être plus à l'aise dans la question d'organisation d'événements. Voilà, donc c'est pour vous dire que vous avez vraiment un panel d'activités qui est assez large selon votre profil et également selon votre background d'études. Mais il n'y a pas de crainte d'aborder un think tank parce que vous auriez un niveau d'études, on va dire, pas
peut-être pas forcément un niveau d'études, mais en tout cas un background universitaire différent de ceux qui sont autour de vous. Ça sera négatif pour certains postes, mais ça sera beaucoup plus positif pour d'autres postes. Et puis peut-être pour évoquer effectivement ce qui finalement c'est très représentatif de ce que je viens de vous dire, et pour rebondir sur le fait qu'Alexandre a évoqué notre programme des rencontres géoéconomiques. Ce programme est à destination des entreprises. Alors, vous avez des événements libre accès, donc n'importe qui, même des étudiants, peuvent les suivre. Mais les événements dits premium sont à destination des entreprises. Et on voit bien que le think tank ici fait appel à des ressources chez nous en interne qui connaissent le monde des entreprises autant que le monde du monde des relations internationales et de la géopolitique, pour des acteurs, je vais dire, nouveaux d'une certaine manière de la géopolitique. Parce que traditionnellement, la géopolitique, c'est surtout les États, mais voilà, depuis maintenant quelques décennies, c'est des associations et puis c'est aussi des entreprises. Donc, c'est assez représentatif du fait que voilà, les think tanks sont capables d'accueillir des gens de profils différents. Alexandre et moi avons des profils totalement différents, même si évidemment on a énormément de points communs aussi, on a énormément également de points de différence. Donc, ayez cette morale lorsque vous abordez un think tank. Capitaliser sur vos compétences, qu'est-ce qu'elles soient, et à un moment donné, s'il y a un besoin, il n'y aura absolument aucun problème. Voilà, je ne sais pas si Alexandre, je vous dis quelque chose. Non, juste, non, c'est exactement ça. Les opportunités existent, je pense, dans n'importe quel think tank. Après, si vous êtes un profil spécialisé dans la communication, par exemple, n'importe quel think tank a besoin de bons communicants, d'autant plus en ce moment où tout se fait en ligne. Si vous avez un profil de juriste, que ce soit de droit interne ou de droit international, là encore, n'importe quel think tank en a besoin. Si vous êtes spécialisé dans les ressources humaines, n'importe quel think tank en a besoin. Enfin, les opportunités existent. Alors après, peut-être qu'on l'abordera au cours de cet événement, les financements des think tanks, dont les moyens, en France en tout cas, demeurent assez limités, là où chez les voisins, les moyens sont beaucoup plus nombreux, plus accessibles, ce qui fait qu'on a aussi beaucoup de talents qui partent explorer des horizons à l'étranger au sein de think tanks qui ont les moyens de recruter davantage et de proposer des offres beaucoup plus alléchantes. Mais en France, elles existent quand même avec l'Institut EGA, bien qu'on ait seulement 5 années d'existence. On a quand même réussi à mettre en place une équipe permanente salariée, avec des perspectives d'avenir plutôt positives pour poursuivre dans le sens de recrutement de jeunes talents. Donc voilà, pour en finir des interventions de l'Institut EGA et laisser la parole à nos collègues et revenir éventuellement après lors des questions, focalisez-vous aussi sur les think tanks, et prenez le réflexe de consulter régulièrement leur site internet, et au-delà des opportunités professionnelles, basez-vous aussi sur leurs travaux, parce qu'on reçoit beaucoup de mémoires d'étudiants, on reçoit beaucoup de travaux d'étudiants de niveau Master 1, Master 2, dont leurs travaux sont sourcés sur la base de beaucoup de documents, mais pas assez, je trouve, sur des recherches développées par des think tanks qui sont pourtant nombreuses, très bien construites, et notamment par des think tanks de référence mondiale. Je me permets juste parce que je vois que alors on a une question sur combien de salariés permanents à ce stade. On est deux. On est deux à ce stade, avec l'objectif de doubler courant 2021 pour finir l'année. Merci voilà. beaucoup. Merci. On vous posera, il y a quelques questions déjà, on vous les posera juste après. Monsieur Bakawan, si vous pouvez
vous présenter? Oui, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc voilà ce que je déteste depuis toujours, me présenter. C'est un exercice un peu compliqué. Écoutez, moi je suis sociologue de formation, un doctorat à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, à l'UHESS, que vous connaissez certainement. Je dirige le département recherche à l'EREMO. L'EREMO, c'est l'Institut d'études et de recherche Moyen-Orient Méditerranée. Je dirige également le centre de sociologie d'Irak, qui n'a pas été mentionné, et c'est une activité majeure pour moi. Ce centre de sociologie d'Irak est basé en Irak, hein. Le siège principal est en Irak, ce qui nous fait voyager régulièrement entre l'Irak et la France, Paris, Bagdad, Erbil. Et ensuite, je suis un peu partagé par tout le monde. Je suis à tout le monde. Je suis à l'IFRI, chercheur associé depuis plusieurs années, rattaché au programme Turquie-Moyen-Orient avec mon ami et collègue Dorothée Schmidt. Je suis également au CAREP, certainement vous connaissez CAREP aussi, le centre stratégique d'arabe basé à Paris avec mon ami et collègue Salam Kawakibi. Je m'arrête là, n'est-ce pas? Je ne vais pas tout citer. Hein. Si, quand même. À Évry, j'enseigne la sociologie politique depuis 2011. Depuis 2011, de première année jusqu'au master. Et j'encadre, je dirige les masters dans la même université. Et pour finir, et ne pas frustrer l'IRIS, à l'IRIS aussi, l'IRIS, vous connaissez certainement, n'est-ce pas? Je dirige les mémoires Master 1, Master 2. Voilà. Mais mon activité, mes 12 activités principales, enfin mes 3 activités principales, c'est le Centre de sociologie d'Irak, le département recherche à l'EREMO que je dirige et l'enseignement à Évry, à l'université d'Évry. Donc, pour aller vite, et je fais tout pour faire cet exposé, cette présentation des 3, surtout des 12 institutions RMO et Centre de sociologie d'Irak en 5 minutes. L'IREMO a plusieurs pôles. Tout d'abord, le premier pôle, c'est le département recherche. Pour le département recherche, on a des chercheurs associés, hein, si jamais, peut-être là, vous serez un peu plus intéressés. Des chercheurs associés et on donne la priorité à des jeunes chercheurs. Bien évidemment, la porte est ouverte à tout le monde, mais notre priorité, c'est vraiment pour les jeunes chercheurs. Si vous regardez notre dernier numéro de notre revue Confluence Méditerranée, son numéro qui est consacré à l'Irak, parce que l'Irak, cette année-là, aura 100 ans. Un siècle d'existence en tant qu'État, territoire, population a été fondé par Percy Cox. Je ne vais pas faire la conférence. Hein. Le Britannique le 23 août 1921. Donc 2021, un siècle. Donc on a consacré ce numéro-là à l'Irak et une information, 75% des participants, 15 participants à ce numéro-là, 75%, ce sont des jeunes chercheurs qui publient dans ce numéro-là. Et c'est une de nos priorités, hein, accompagner ces jeunes chercheurs, parce qu'on sait très, très bien, en France, hein, dans le monde francophone d'une manière générale, et en France d'une manière très, très particulière, le monde de la recherche, l'occasion pour s'intégrer dans le monde de la recherche est vraiment très, très, très serrée. Malheureusement, souvent, ça se passe par les réseaux, hein, par le carnet d'adresses, par des relations, par le capital symbolique, pour parler comme Pierre Bourdieu. Hein. Et si vous n'avez pas ce capital symbolique, même si vous avez un doctorat,
le combat devient très, très, très dur. Encore une information, souvent on a l'impression, on se dit, ah bon, c'est très dur, mais une fois on a notre doctorat, tout va bien. Mais en réalité, le monde avant doctorat, c'est très simple. Par rapport au monde post-doctorat, par rapport au monde, une fois on a notre doctorat, parce que le vrai combat commence après votre doctorat. Qu'est-ce qu'on fait de ce doctorat une fois on... Comment s'intégrer dans ce monde de la recherche? Voilà pourquoi nous, on met énormément l'accent sur les jeunes chercheurs. Alors, donc, pour le département recherche, actuellement, il y a 2 thèmes, si jamais vous êtes intéressé. Notre domaine, comme j'ai dit, c'est le Moyen-Orient. Nous, on n'est pas, l'IREMO n'est pas une institution qui travaille à l'échelle planétaire. Non, on s'est spécialisé sur le Moyen-Orient. Et le département recherche au sein de l'IREMO, actuellement, se concentre sur 2 problématiques, 2 grandes problématiques. La première problématique, c'est la naissance des États. Sortis de l'Empire dans les années 20, et la naissance des États qui n'existaient jamais au Moyen-Orient. L'arrivée de la tradition étatique au Moyen-Orient jusqu'à aujourd'hui, 2021. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Parce que apparemment, le constat qui sort un peu partout, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'échec de la tradition étatique au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi? Comment? Quelles sont les raisons? Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, et j'y vais vite, c'est la milicisation du Proche-Orient. Peut-être c'est un terme qui ne parle pas à tout le monde. On passe désormais de l'État-nation, de l'État national, de la collectivité nationale, de l'État-providence. Tous ces termes-là, on le met entre parenthèses, nous, à l'IREMO, et on parle de État-milice, ou la milicisation du Moyen-Orient. C'est toujours dans cette perspective que le 1er juin de cette année-là, au ministère des Affaires étrangères, nous allons mettre en place un séminaire sur la milicisation du Proche-Orient et on abordera les Yémen, Syrie, Liban, Palestine, Iran et Irak. Voilà. Et ensuite, le deuxième pôle à l'IREMO, c'est le centre de formation. On propose régulièrement des formations spécialisées et spécialisantes pour les différentes catégories. Et on a différentes formations. C'est d'une manière systématique et régulière. Chaque année, au moins, on a 3 cycles de formation très longs. Voilà. Et ensuite, nous avons un service qui s'occupe de l'organisation des conférences hebdomadaires. Chaque semaine, au moins, à l'IREMO, vous avez 2 conférences. 2 conférences relatives à toutes les problématiques au Moyen-Orient. Voilà rapidement pour l'IREMO. Pour le Centre de sociologie d'Irak, qui est basé en Irak, nous avons des équipes un peu partout sur le territoire irakien. Vous savez, l'Irak redevient encore une fois le centre du Moyen-Orient pour la France. La France est en train, depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, de restructurer sa politique moyen-orientale en partant d'Irak. Et c'est dans cette perspective, nous aussi, bien évidemment, avec beaucoup d'accompagnement à tous les niveaux, on déploie au moins 10 dossiers. On travaille sur 10 dossiers. Le premier dossier, c'est le cauchemar du système international, à savoir le retour de l'Organisation d'État islamique. Pourquoi, comment, dans quelles conditions? Si jamais vous avez des étudiants qui travaillent sur le sujet, on est ouvert pour les accompagner et on a déjà plusieurs étudiants en master, voire en doctorat qui travaillent sur le sujet. Le premier dossier. Deuxième dossier, c'est le mouvement de contestation en lien avec les mouvements de contestation avec le monde arabe. Vous savez, en 3 mois, ce mouvement de contestation en Irak on a perdu 600 personnes. C'est la première fois que l'État irakien, depuis 2003, massacre, j'emploie le mot massacre, sans limite, avec une oppression sans précédent, en tuant 600 jeunes Irakiens entre 14 et 22 ans. Vous voyez, 21 blessés, 21 000
blessés et 29 000 incarcérés. Et la série d'assassinats, tout ça, c'est continu, sans parler des prises en otage, des enlèvements, des disparitions. Voilà. Le deuxième dossier. Le troisième dossier, on travaille sur l'offensive turque dans le nord d'Irak. C'est un dossier majeur. Comment la Turquie a installé les 33 bases militaires. Donc voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, on a 10 dossiers. Si jamais vous êtes intéressé, peut-être pendant le débat, on y reviendra. Voilà globalement ce qu'on fait. Merci beaucoup. On va passer à M. Pellerin-Carlin pour présenter l'Institut Jacques Delors. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là, d'autant plus que le terme, le mot de think tank est un mot un peu fourre-tout. Qui est très rarement défini. Et pour le dire un peu rapidement, à mes yeux en tout cas, il y a voilà, toute une série d'organisations qui s'autonoment think tank, mais qui sont en fait en réalité d'autres si je puis dire, d'autres types d'organisations. Il y a par exemple beaucoup d'organisations qui s'appellent think tank, qui sont en fait des filiales de partis politiques, qui peuvent être soit des toutes petites filiales liées à une personnalité politique, soit des grosses filiales structurées qui souvent d'ailleurs s'appellent think tank ou fondations. Donc le cas le plus important qu'on a en Europe, c'est les fondations allemandes, qui sont des fondations liées aux différents partis politiques en Allemagne, voilà, qui sont souvent appelés think tank, mais qui voilà, ont une dépendance à un parti politique qui évidemment limite leur liberté de parole. D'autres organisations qui s'appellent parfois think tank sont des coquilles vides qui exploitent des stagiaires, il faut être très honnête là-dessus. Donc du coup, c'est toujours important pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent travailler pour un think tank de faire un peu de recherche. Est-ce que vous pouvez accéder au budget de l'organisation, par exemple, sur Internet? Si vous ne pouvez pas le faire et que le budget n'est pas public, fuyez. Enfin, c'est très mauvais signe. Et donc ça, pour éviter de vous retrouver parfois dans une organisation qui a l'air très belle de l'extérieur, mais qui à l'intérieur est un peu pourrie. Voilà. Et d'autres organisations qui s'appellent aussi think tank, mais qui, dans la réalité de leur travail, sont beaucoup plus proches de boîtes de consulting, d'entreprises de lobbying ou d'ONG, ce qui est tout à fait légitime, hein, mais juste sachez-le avant, parce que du coup, travailler pour un think tank au sens strict, c'est un peu différent de travailler pour une boîte de consulting ou une boîte de lobbying. Et si vous voulez faire du lobby, allez directement faire du lobby. Et si vous voulez faire du conseil, allez directement dans une entreprise de conseil, ça se passera bien. Donc du coup, maintenant que j'ai un peu passé du temps à dire ce que, selon moi, un think tank n'est pas forcément, un think tank au sens strict, en tout cas du terme, dans la littérature scientifique, et je vous renvoie notamment à un travail de Rosa Balfour qui a été fait à la London School of Economics, avec un bon papier qui a été publié en 2017 sur ce sujet-là. Un think tank au sens strict du terme, c'est un centre de recherche indépendant de tout pouvoir politique, indépendant de tout pouvoir économique. Et ce centre de recherche, qu'est-ce qu'il fait? Il fournit des analyses et il fournit des recommandations sur les politiques publiques. C'est ça vraiment la définition stricto sensu d'un think tank. Et donc du coup, dès qu'on est en fait dans cette définition-là, bah, ça restreint aussi un peu le champ, si je puis dire, du sujet. Et des organisations qui sont des think tanks, en tout cas au ce sens-là en France, il y en a quelques dizaines probablement. Et en Europe, il y en a quelques centaines et quelques milliers dans le monde. Alors moi où je travaille, je travaille dans une organisation qui est un think tank dans ce sens strict du terme, qui s'appelle l'Institut Jacques Delors. Donc c'est un laboratoire d'idées, comme on dit en français. C'est peut-être un mot plus joli que le mot think tank. Un laboratoire d'idées qui est basé à Paris, à Berlin, à Bruxelles, qui a été créé en 1996 par Jacques Delors, qui a été président de la Commission européenne entre 1985 et 1995. Et maintenant, on a environ une quarantaine de salariés, dont une vingtaine à Paris, et les autres sont majoritairement à Berlin. La mission de notre institut, c'est de produire des analyses et des recommandations, hein, comme tout think tank. Notre spécificité, c'est qu'on fait ça sur l'Union européenne, et on a un parti pris qui est assumé et qui est dans le titre de notre institut, qui est que nous, notre recherche vise à pousser l'intégration européenne. Donc, il y a un projet politique au sens très large du terme, c'est-à-dire au sens de la vie de la cité. Ça, c'est quelque chose qu'on assume.
Par contre, ce n'est absolument pas partisan, puisqu'on va travailler avec quasiment tous les partis politiques et tous les décideurs politiques de tous bords. Et moi, par exemple, pour utiliser des exemples français, je vais travailler à la fois avec des personnalités politiques qui sont membres des Insoumis, donc la France Insoumise, et des personnalités politiques qui sont membres du Parti Les Républicains et tout ce qu'il y a entre les deux. Et j'ai même quelques contacts avec le Rassemblement national, si vous voulez tout savoir. Ce qui, sur les enjeux européens, donne parfois des discussions intéressantes. Donc voilà. Et donc du coup, les sujets sur lesquels on travaille, c'est tous les grands sujets de la politique européenne d'aujourd'hui. Donc le premier plus important, c'est le changement climatique. C'est la priorité numéro 1 de la présidente de la Commission européenne. Et moi, j'ai la chance de diriger une équipe de recherche au sein de l'Institut pour travailler sur ce pacte vert européen et notamment le volet de politique énergétique, qui est un des enjeux majeurs. Et mes collègues travaillent sur les enjeux économiques, type plan de relance de l'économie, Europe sociale, questions migratoires, questions commerciales, relations transatlantiques, etc. Alors, le rôle d'un chercheur dans un think tank, à mon avis, c'est 4 choses. Et la première, et c'est la plus importante, c'est d'abord d'être un expert de son domaine. Un think tanker qui n'est pas un expert, c'est un charlatan. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tout cas, moi, quand je recrute des chercheurs, ce que je recherche avant tout, c'est les indicateurs qui vont me dire que cette personne est rigoureuse, qu'il y a une rigueur académique, qu'il y a une honnêteté intellectuelle. Et ça, c'est vraiment la différence fondamentale entre le monde des think tanks et le monde des lobbies, le monde des partis politiques, le monde des ONG. Chez nous, la vérité, en tout cas la recherche d'un truc qui se rapproche de la vérité, est un enjeu central. Donc, par exemple, quand moi je me lance sur un nouveau sujet, je fais une démarche assez proche de ce que fait un chercheur universitaire. Déjà, j'essaie d'être au courant de mes propres biais parce que je reste un être humain. Et à partir de ça, j'essaie de me rapprocher autant que possible d'une bonne compréhension du sujet. Et c'est uniquement après que je vais faire des recommandations. Cette démarche-là, elle est spécifique au milieu académique et les think tanks font partie à mes yeux de ce milieu académique. Elle n'est pas du tout la démarche, évidemment, d'un décideur politique ou d'une ONG ou d'un lobby qui généralement savent déjà ce qu'ils veulent faire et après ils vont essayer de confirmer leur biais le plus souvent. Donc voilà, donc très concrètement, par exemple, quand moi je recrute un nouveau chercheur ou une nouvelle chercheuse, je reçois beaucoup de CV, généralement plus d'une centaine par poste. Et une des choses que je demande systématiquement, c'est les notes, les relevés de notes, notamment au master et notamment des mémoires ou des thèses doctorales pour ceux qui en ont fait. Et ça va être un critère que je vais utiliser pour écrémer en fait les candidatures. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelqu'un qui a eu, je ne sais pas moi, 17 ou 18 sur 20 à mémoire, je sais que c'est un indicateur important pour me dire cette personne-là est capable de mener toute seule une recherche honnête intellectuellement et potentiellement rigoureuse. Et c'est vraiment du coup pour moi le premier rôle d'un chercheur dans un think tank. Donc ça veut dire aussi que dans les activités de mon travail, moi je suis aussi payé pour lire des articles scientifiques et du coup rester au courant de l'évolution de la science. Et par exemple, vu que je travaille sur les enjeux de climat notamment et d'innovation, hier je lisais un article paru il y a quelques semaines dans la revue scientifique Nature sur du coup une nouvelle technologie de capture de dioxyde du carbone directement dans l'air. Donc une partie de mon travail, ça consiste aussi du coup à essayer de comprendre ces enjeux-là, même si je ne suis pas du tout pour le coup ni ingénieur ni physicien de formation, mais en tout cas dans mon travail, je dois être capable au moins de comprendre ces articles scientifiques-là pour rester aussi expert que possible de mon domaine. Le deuxième rôle, du coup, c'est quoi? Il est de comprendre les contraintes du système politique sur lequel on travaille. Donc moi, je travaille sur un système politique complexe qui est l'Union européenne, qui a ses propres dynamiques, ses propres tabous, sa propre aussi procédure démocratique. Et du coup, je dois comprendre les contraintes de ce système-là. Et donc, du coup, si je suis expert dans mon domaine de politique publique, expert du système politique sur lequel je travaille, ça me permet en fait de créer 2 types de valeurs ajoutées pour le reste de la société quand je fais bien mon taf. La première valeur ajoutée que je crée quand je travaille bien, c'est que je décrypte l'actualité politique ou l'actualité technologique ou l'actualité économique. Et ce décryptage de l'actualité, cette analyse de l'actualité, je la fais principalement pour les décideurs politiques et pour les journalistes.
dans l'espoir que le décryptage fait pour les journalistes servira au reste de la société, puisque les journalistes parlent à beaucoup de personnes dans la société, bien évidemment. Et ce décryptage, il passe par l'écriture de papier, par l'écriture aussi de fils Twitter, de posts sur LinkedIn, et aussi d'échanges bilatéraux de discussions qui permettent de faire passer cette analyse et ce décryptage. Et la deuxième valeur ajoutée que je crée lorsque je fais mon travail, c'est que je crée des propositions de politique publique qui sont nouvelles et qui peuvent être mises en œuvre soit dans l'immédiat, soit dans les quelques années à venir. Et ça, c'est peut-être ce qui différencie un think tanker d'un universitaire classique. Par exemple, sur les enjeux comme les enjeux du climat, il y a des gens qui ont des pseudo-prix Nobel d'économie, comme Jean Tirole, qui sont de très très grands universitaires, et qui, comme grande proposition, vont dire pour lutter contre le changement climatique, il faut un prix du carbone au niveau mondial. Bon. Voilà, c'est le type de proposition que font malheureusement certains universitaires. Cette proposition ne sert à rien parce que de toute façon, elle ne sera jamais mise en œuvre pour des contraintes de système politique. Donc moi, je travaille dans le monde en anglais, on dirait dans le monde des second best, donc les options de deuxième ordre, pas dans la politique idéale, parfaite, dans un monde parfait, mais la politique publique telle qu'elle peut être faite dans les contraintes politiques actuelles. Pour terminer du coup sur mon parcours, comment je suis arrivé là, moi j'ai grandi en Basse-Normandie et en fait de formation je suis politiste. Donc je suis diplômé en sciences politiques et j'ai été formé à Sciences Po Lille, à la faculté de sciences politiques de l'université de Bologne en Italie et au Collège d'Europe. Le Collège d'Europe, c'est une université basée à Bruges en Belgique et à Natoline en Pologne et qui, à mes yeux, la meilleure université pour celles et ceux d'entre vous qui veulent se spécialiser sur les questions d'affaires européennes. C'est une université qui se fait post-master. Donc, moi, j'ai eu d'abord un master à Sciences Po Lille et après, j'ai fait un deuxième master au Collège d'Europe. Et pour celles et ceux d'entre vous qui veulent se spécialiser sur les affaires européennes, mais avec cette fois-ci un doctorat, il ne faut pas aller au Collège d'Europe, il faut aller à l'Institut européen de Florence, qui est la meilleure université doctorale sur ces sujets-là. Et du coup, après ces 6 ans d'études, du coup, moi, j'ai commencé à travailler au sein du Collège d'Europe. Donc, j'étais ce qu'on appelle assistant académique là-bas. Donc, en France, ce sera une sorte de chargé de TD, chargé de cours, si je puis dire. Et j'ai fait ce métier-là pendant 2 ans, donc principalement d'enseignement et un petit peu de recherche. Et c'est après que j'ai rejoint l'Institut Jacques Delors, d'abord comme simple chercheur pendant 3 ans à peu près. Et depuis 3 ans maintenant, je suis directeur d'une petite équipe de recherche sur la politique européenne de l'énergie. Et avant de finir, juste une dernière remarque. Contrairement à ce que ce panel pourrait laisser croire, le monde des think tanks, en tout cas des think tanks européens, est très féminin, très féminisé. Donc même si là, on a 100% d'hommes parmi les intervenants, dans l'Institut Jacques Delors, par exemple, 60% des chercheurs sont des femmes et 60% de l'équipe de direction aussi est composée de femmes. Donc là-dessus, on va avoir des réalités qui sont souvent déterminées par voilà, des différences de genre en fonction des disciplines, peut-être, plus que du milieu en particulier. Mais du coup, je tenais juste à souligner ça. Il y a énormément de chercheuses, et même à l'Institut Jacques Delors, une majorité du coup, de chercheuses. Merci. Merci beaucoup pour toutes vos présentations. Oui, je rebondis sur la féminisation parce qu'il y a une question sur le live. Est-ce qu'il n'y a que des hommes, du coup, dans le monde think tank? C'est juste pour préciser, je l'ai répondu, mais une question pratique, c'est juste que voilà, on reçoit les personnes qui nous ont répondu tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des hommes dans le monde des think tanks. Et merci du coup, M. Pellerin-Carlin, pour l'avoir précisé. Oui, Alexandre? Je vais me permettre de rebondir justement sur cette question des femmes. Effectivement, on a également aussi beaucoup de femmes qui travaillent avec nous dans l'Institut, qui composent notre bureau, dont la majorité sont des femmes qui sont recrutées non pas sur le critère du sexe pour faire du chiffre et montrer qu'on a des femmes, mais parce que ce sont des femmes talentueuses qui ont candidaté, qui ont pris des responsabilités dans l'Institut. Donc, effectivement, il y en a beaucoup. Sur les femmes, on a aussi développé des travaux. On a beaucoup travaillé avec l'ambassade du Canada en France, qui est fortement impliquée sur l'implication des femmes dans le secteur diplomatique. On a eu plusieurs événements avec cette ambassade. On a développé une formation sur le leadership féminin dans le secteur de la défense, qui s'insère dans notre formation globale sur l'art oratoire et l'intelligence émotionnelle, qui
revient à plusieurs reprises dans l'année, à peu près tous les trimestres. Donc, effectivement, c'était important aussi de parler de cette question-là. Et juste pour ajouter, à l'IREMO aussi, on est à peu près 80% femmes, 20% hommes de notre équipe. Donc, on est totalement dominé par le monde des femmes. Merci beaucoup pour vos précisions. Du coup, je vais passer une petite question assez globale. Il y avait une question notamment sur voilà, comment est-ce qu'on peut voir les offres de vos organisations respectives, sur quel site, etc. Et j'avais une question un peu qui suit, justement, quels sont les différents types de postes à pourvoir dans vos différentes organisations? Quels sont les types de postes est-ce qu'il y a des postes à temps plein? Est-ce que c'est plutôt bénévole? Voilà, quel est un peu le panel de postes qui sont possibles de trouver dans vos think tanks respectifs? Si vous voulez commencer l'Institut EGA, par exemple. Effectivement, et ça me permet aussi de rebondir sur ce que disait notre dernier intervenant. Je pense qu'il faut aussi prendre en considération le stade d'évolution de chacun des think tanks, dont les ressources ne sont pas les mêmes. Sur l'accès aux offres, n'importe quel think tank sérieux et légitime a un site internet, et sur son site internet, il y a une rubrique qui s'intitule recrutement ou offre de poste. Enfin voilà, c'est dans cet ordre d'idées-là et dans ces mots-clés, et vous trouvez des accès aux offres de stage, aux offres d'emploi pour ceux qui proposent des offres d'emploi, avec des fiches de poste qui sont chez les uns plus ou moins détaillées. Mais l'accessibilité aux offres est aussi un point d'honneur que l'on met. Donc, on a une rubrique, nous, sur notre site internet, institut-du6ega.org, où il y a une rubrique « Nous rejoindre ». Et dans « Nous rejoindre », il y a plusieurs sous-rubriques. Celle pour devenir membre du think tank. Et puis, il y a aussi une rubrique sur les offres à pourvoir. Voilà. Pour ce qui est en tout cas de l'Institut EGA. Et juste une petite parenthèse, c'est important de rappeler qu'effectivement, il y a des postes dédiés à la recherche, mais pas que. Il y a des postes liés à la préparation tout simplement de programmes pédagogiques, d'autres destinés à la réalisation d'événements. C'est encore une fois important de rappeler que la recherche est extrêmement importante dans le monde des think tanks, mais il n'y a pas que de la recherche. Donc, en soi, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, que vous ayez un profil 100% recherche ou non, recherche et rédaction, vraiment regardez sur tous les think tanks qui existent, parce que vous trouverez, que ce soit chez nous ou d'autres, des postes qui correspondent plus précisément à votre profil à vous, ou plus précisément au profil d'un camarade. J'avais juste une petite question, après je laisserai la parole aux autres intervenants. En ce qui concerne l'Institut EGA, je me posais la question, est-ce que quand on est chercheur, c'est un travail à temps plein, ou est-ce que la plupart des chercheurs ont aussi un autre métier à côté? Comment ça s'articule? Est-ce que c'est des postes à temps plein ou pas? Alors, on a les deux. On a récemment mis en place un conseil scientifique avec des chercheurs associés, qui sont des chercheurs qui travaillent dans d'autres organismes, qui sont à temps plein dans ces organismes-là, et qui occasionnellement collaborent avec l'Institut dans le cadre de programmes de recherche spécifiques. Et puis, on a aussi des chercheurs qui sont à temps plein chez nous, qui sont consacrés pleinement à leur objet d'étude en interne avec nous. Merci beaucoup. Du coup, M. Bakawan, peut-être si vous voulez parler justement de vos think tanks. Écoutez, je partage ce qui vient d'être dit par rapport au recrutement. Dans toutes ces institutions pour qui je travaille, on a des sites internet. Dès qu'il y a une offre d'emploi, il est mis en ligne directement sur le site.
Ça, c'est la première démarche à faire, c'est-à-dire à consulter régulièrement les sites Internet. Pour ce qui nous concerne, dans les 6 mois ou 6 à 9 mois à venir, si jamais les étudiants de votre groupe sont intéressés, nous sommes dans la perspective d'un développement considérable de notre département recherche. Il y aura probablement des offres d'emploi, donc à observer, à surveiller sur notre site Internet, l'IREMO. Il y avait une question, je crois, à un moment donné, comment trouver des offres d'emploi à l'IFRI, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Non? Oui, c'est possible. Bah, vous pouvez y répondre comme ça. Oui, à l'IFRI, Selon l'information. c'est exactement pareil. C'est sur le site Internet, mais en lien avec notre programme Turquie-Moyen-Orient. C'est très bien consulter le site, mais aussi et surtout envoyer régulièrement, mais pas tous les jours bien sûr, des emails. Moi, je vous conseille ça. Consulter, c'est très bien, c'est très bien, mais dès que vous avez accès à l'email du responsable ou des responsables de ces programmes, n'hésitez jamais à envoyer un email pour solliciter, poser des questions, voire poser votre candidature spontanée. Ça joue énormément. Et le statut du chercheur associé. Si jamais un poste n'est pas disponible ici et maintenant, essayez de créer le lien avec ces institutions, en posant par exemple votre candidature pour le poste chercheur associé qui est là. Peut-être la première porte pour entrer dans ces institutions et se faire une place, parce que qu'est-ce qu'un poste de chercheur associé? C'est vrai, vous n'êtes pas rémunéré, mais si jamais l'institution est lancée sur un projet de recherche et si jamais votre compétence se trouve dans ce projet de recherche, eh bien, l'institution va faire appel à vous, parce que vous avez la priorité et non pas à d'autres personnes. Je vous donne un exemple concret. Nous allons lancer un projet sur la militarisation du Proche-Orient. D'accord? Et pour cela, on a déjà une longue liste à peu près de 33 chercheurs. Parmi ces 33 chercheurs, une bonne partie est constituée de nos chercheurs associés. Pourquoi? Parce que ces chercheurs associés, ils travaillent déjà avec nous, il y a un lien, une expérience de confiance, il y a un précédent, on se connaît, et donc on fait appel à ces chercheurs associés. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Merci beaucoup. On va passer à M. Pellerin-Carlin, du coup, pour son institut. Oui, donc pour décrire les choses rapidement, donc il y a effectivement une équipe de recherche où là, voilà, les profils qui sont recrutés sont des profils d'experts de leur domaine. Donc il y a une petite équipe de direction, mais ça c'est pour des personnes qui sont plutôt, voilà, qui ont déjà de l'expérience dans ce milieu. Chez les chercheurs, chez nous, ils sont très, très majoritairement des chercheurs à temps plein, qui sont des salariés de l'Institut Jacques Delors en CDD long ou en CDI, selon les cas. On a en plus de ça quelques chercheurs associés qui sont rémunérés au papier. Donc, si on était entre journalistes, on dirait que ce sont des pigistes. C'est entre 500 et 1000 euros le papier, pour être très, très transparent. Mais par contre, en tout cas, chez nous, les chercheurs associés sont plutôt des chercheurs confirmés qui ont déjà 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience dans le domaine. Et ça va être souvent en fait des universitaires qui parfois veulent aussi publier un peu plus rapidement que des papiers académiques ou scientifiques qui mettent 6 mois ou 12 mois à publier et qui ne peuvent pas forcément d'ailleurs, dans tous les cas, faire des propositions de politique publique. Et donc, du coup, ils sont chercheurs associés avec nous. Et par exemple, mon collègue Yves Pasco, je ne sais pas il a quel âge, mais il est quarantenaire ou cinquantenaire, et c'est un universitaire spécialiste des questions de organisation de l'espace Schengen, enjeux migratoires en Europe, et du coup, il est chercheur associé aussi à l'Institut. Pour les plus, disons, les plus jeunes, le premier métier, c'est souvent le métier d'assistant de recherche, qui est un peu différent d'un métier de chercheur, qui demande plus de travail, de recherche sur les données, etc. Donc, ça demande notamment de savoir bien gérer Excel, pour le dire comme ça. Mais c'est souvent une porte d'entrée dans le milieu des think tanks. Et à l'Institut, en tout cas, on a des assistants de recherche certains sont stagiaires et d'autres sont en CDD ou en CDI d'ailleurs aussi au sein de l'Institut.
Au-delà de la recherche, je soutiens vraiment tout ce qu'il disait Romain, hein. En tout cas, chez nous à l'Institut, on doit avoir à peu près une petite moitié de l'équipe qui ne fait pas de la recherche. Et donc là, on va être sur des métiers de communication, relations médias, relations avec la presse et les journalistes, organisation d'événements et des choses aussi variées qui vont de la ressource humaine ou jusqu'à la mise en page de papier, le graphisme, puisqu'on a une montée importante de ce type d'outils-là pour faire passer nos idées, réalisation d'infographies, par exemple. Et pour trouver du coup ces postes-là, donc nous on fait toujours des fiches de poste d'au moins une page qui détaillent un peu le profil, qui donne autant d'informations que possible à la personne. Et du coup dans ce profil d'une page, je dis ça juste quand vous envoyez sur Internet, même si vous ne cochez pas toutes les cases, candidatez quand même, hein. Moi, quand je rédige une fiche de poste, je fais la fiche de poste idéale, voilà, de la personne parfaite. Et après, on rencontre la réalité et on voit comment faire. Et ces fiches de poste-là, donc évidemment sur le site Internet, mais peut-être l'outil qui peut vous permettre de consulter ça de manière assez simple, c'est avant tout LinkedIn. L'immense majorité des organisations vont poster ces offres d'emploi-là sur LinkedIn spécifiquement. Et du coup, ça vous permet, avec juste cette plateforme-là, de pouvoir suivre les offres d'emploi de 10, 20, 30 organisations qui vous intéressent. Et, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, un exemple très simple, hein, vous allez sur LinkedIn, vous allez sur la page de l'IRIS. Alors, vous regardez, j'ai vu ça ce matin ou hier, je ne sais plus, il y a une offre d'emploi pour tout simplement chargé de communication. À un moment donné, voilà, c'est un organisme qui a besoin d'être visible comme n'importe quel organisme. Vous regardez, c'est un emploi entre guillemets standard dans le sens où c'est de la communication, on n'est pas dans la recherche de chercheurs, de spécialistes ou que sais-je, c'est simplement voilà, un expert en communication. Donc voilà, au final, alors après, il faut aborder ça aussi dans la transition, hein. Peut-être que vous avez des compétences en communication, vous n'êtes pas forcément totalement dedans, mais il n'empêche que vous avez des compétences à faire valoir sur votre profil. Donc ça peut aussi se tenter, même si vous avez un domaine d'abord dans les relations internationales. Donc tout ça pour dire qu'il y a plusieurs types de postes et vous, par rapport à votre profil actuel, vous pouvez trouver des transitions, si je peux dire. Donc, encore une fois, vraiment, tout type de poste, allez-y. Merci beaucoup. Je vais vous poser une question qui est un peu en relation avec cette question qui vient d'être posée. Si c'est possible pour vous de répondre, il y a deux personnes qui demandent combien on gagne en travaillant dans un think tank. Bon, j'imagine que ça dépend des postes, mais il y a notamment une personne qui demande combien on gagne en tant que chercheur. Voilà, si c'est possible pour vous de répondre. C'est c'est très, très varié. Très varié. La semaine dernière, j'ai été contacté justement par une institution, think tank, basée à Dubaï. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on arrive à cette question un peu particulière. Et donc, le directeur général de l'institution nous dit, bah, écoutez, M. Bakerman, pour une journée, il y a certains chercheurs qui demandent 650 €. Pour d'autres, ils demandent 12 650 €. Voilà, donc c'est un peu… voilà, ça lorsqu'on fournit des notes, hein, on fournit des notes ou des papiers de recherche ou on réalise un projet de recherche. Mais par contre, en termes de salaire, c'est… Je laisse les collègues répondre, mais bon, vous n'allez pas toucher 6 000 €. Hein. Merci. Je peux répondre pour ce qui concerne en tout cas les organisations que je connais, donc pas simplement l'Institut Jacques Delors, mais plus globalement les différents think tanks bien installés en tout cas sur les questions européennes. Donc pour le métier d'assistant de recherche, qui est vraiment un métier d'entrée en net après impôt, on doit être entre 1500 et 1800, je pense à peu près. Globalement. En Belgique, parfois, ça peut descendre un peu plus bas, 1400, 1300. Le marché du travail à Bruxelles étant très, très compétitif. Voilà. Pour les postes de chercheurs, donc chercheur, généralement, c'est au bout de au moins, on va dire, 2 ans d'expérience minimum ou beaucoup plus, hein, selon les profils. On va être peut-être sur les salaires les plus bas, je pense, à 1700, 1800.
et les plus élevés peuvent monter 2900, 3000 pour ceux qui ont aussi des fonctions de direction. Donc voilà. Donc c'est des salaires qui sont, pour le dire peut-être de manière plus générale, des salaires universitaires. Donc un maître de conf, ça ne gagne pas énormément, en tout cas comparé au diplôme. Ou si jamais c'est familier pour certaines et certains d'entre vous, c'est un peu l'équivalent des salaires des officiers subalternes dans l'armée, hein, donc lieutenant et capitaine par exemple. Donc voilà. Et donc c'est à la fois peu et beaucoup. C'est beaucoup quand on compare au salaire médian qui en France doit être autour de 1500, j'imagine, ou peut-être 1600 maintenant. Donc c'est supérieur à ça, hein, clairement. Donc voilà. Enfin, même moi, dans mon premier travail, je me retrouvais à être plus payé que ma tante après 40 ans de travail au SMIC. Par contre, quand on le compare effectivement au métier que font les personnes avec qui on travaille, c'est effectivement beaucoup moins payé. Et il y a d'ailleurs certains qui ont la tentation de passer le pas. Mais voilà, donc dans le travail, quand on prend en compte des députés, un député, sauf erreur de ma part, c'est autour de 5600. Et les consultants, là, on est sur encore autre chose, hein, avec des salaires qui s'envolent à 12 000, 15 000. Mais c'est aussi, voilà, c'est pas la même mission, clairement. Vous voulez intervenir ou pas pour l'Institut GA pour y Alors, répondre? oui, et puis il y a effectivement, alors en plus de ce qui a été dit, Thomas l'évoquait tout à l'heure, il y a aussi les chercheurs qui sont payés de façon ponctuelle euh, pour la rédaction d'un papier, la mise en place d'un programme ou une intervention en particulier. Et donc là aussi, le cachet peut varier d'un think tank à l'autre, mais voilà. Globalement, on se retrouve généralement avec les mêmes sommes, en tout cas de ce que j'en sais pour le volet français. Je connais beaucoup moins bien le financement, les moyens de nos voisins, mais en tout cas en France, ce qui a été dit, c'est vraiment représentatif de la situation. Merci. Alors, je vais passer à une autre question qui est plutôt sur les candidatures, en fait. Donc, il y a une personne qui demande si pour candidater, et surtout pour travailler, pour pouvoir travailler dans un think tank, est-ce qu'il faut un parcours académique très complet, très spécialisé, et qu'est-ce qui permet de nous différencier avec des parcours autres qu'académiques, je sais pas, des stages, du bénévolat, voilà, qu'est-ce qui compte dans les candidatures? Je ne sais pas qui veut commencer. Je pense que ça dépend de l'offre et de ce que recherche la structure d'accueil pour un stage ou la structure qui emploie quand c'est une offre d'emploi. Mais c'est sûr et certain que pour candidater dans un think tank, il faut avoir un bon bagage académique, être légitime sur le poste pour lequel on candidate. Et en tout cas, pour ce qui est de l'Institut EGA, au-delà du parcours académique sérieux, accompli, qui doit être démontré, on attend aussi beaucoup de l'aspect humain, qui est très important. L'insertion, le volet social compte énormément. Et puis aussi, et je le disais au début de l'intervention, enfin de l'événement, c'est très important de faire preuve d'une implication assez tôt dans le secteur dans lequel vous candidatez. Parce que au-delà de l'expérience, ça montre une détermination de la part du candidat. Mais il y a aussi, le volet réseau. Et là, je rebondis sur ce que disait Adel Bakawan au début de son intervention. Quand il disait le combat commence après le doctorat. Je pense même qu'il commence pendant et il commence même au début du parcours universitaire, c'est-à-dire construisez-vous un réseau dès maintenant en allant explorer, en allant chercher des expériences dans les think tanks français ou autres, mais allez chercher
de l'expérience, ça va vous faire du réseau, ça va vous donner aussi une représentation précise du travail d'un think tank selon le volet que vous recherchez, si c'est de la recherche pure, si c'est des ressources humaines, de la communication, mais allez voir et construisez votre réseau et ne candidatez pas de manière totalement innocente. Candidatez, montrez que vous connaissez le sujet, tant sur le fond que sur la forme, et mettez aussi un point d'honneur à bien réussir au-delà d'avoir un joli CV et de présenter un joli parcours, mais montrer une belle lettre de motivation et surtout, lors des entretiens, préparez-les bien parce qu'il y a beaucoup de candidats qui peuvent être excellents sur le papier, mais qui se mettent en difficulté et qui se tirent des balles dans le pied parce qu'ils ont raté un entretien qui était à leur portée par manque de modestie ou pour ne pas s'être assez renseigné sur la structure dans laquelle ils candidatent ou sur le poste sur lequel ils candidatent. Donc, tout ça, ça se prépare. Tout ça se prépare. Et d'ailleurs, dans notre formation à oratoire et intelligence émotionnelle, on a un atelier sur la préparation aux entretiens dispensé par des intervenants. Parce que c'est très important. La candidature dans un think tank, non seulement elle n'est pas fortement connue auprès du secteur étudiant, mais en plus de ça, elle est assez complexe dans le sens où un think tank recherche toujours des compétences très, très précises par rapport à ses besoins et par rapport au programme qu'ils mettent en place. La recherche, c'est quelque chose de sérieux. Thomas évoquait tout à l'heure qu'il faut être expert de son sujet, ce qui est totalement vrai. Donc, c'est à vous de démontrer que alors après, quand vous êtes en sortie d'études, vous n'êtes pas expert de votre sujet, mais vous devez montrer votre potentiel pour le devenir. Et ça, c'est aussi important, savoir démontrer son potentiel. Je ne serai pas plus long sur cet aspect. Moi, juste pour approfondir quelques points, mais vraiment de manière, enfin, ça sera très bref. Pour les points par point, chaque point que tu as évoqué, Alexandre, le savoir-être, c'est extrêmement important. Dans toute organisation, dans tout organisme, vous avez beau avoir raison, si vous mettez tout le monde à dos parce que, je ne sais pas, vous paraissez hautain ou que sais-je, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Donc, c'est d'autant plus important le savoir-être parce qu'on est en train de sortir de ses études parce qu'un recruteur sait que vous n'êtes pas senior dans le domaine. Donc, s'il recherche un junior, c'est parce qu'il va s'attendre à autre chose que simplement les connaissances brutes. Et là, vous allez être beaucoup évalué sur votre savoir-être. C'est extrêmement important. Savoir travailler en équipe, savoir travailler avec des externes aussi. C'est extrêmement important. Le savoir-être est extrêmement important. Travailler beaucoup là-dessus. Deuxième point, les associations. Ayez une bonne expérience associative, j'ai envie de dire, le plus tôt possible. Alors, pas forcément la même association. À un moment donné, vous allez tester autre chose, que sais-je, je ne sais pas. Mais le travail associatif a la valeur, parmi les valeurs du travail associatif, c'est de montrer un engagement et développer des compétences. Quelqu'un qui, je ne sais pas, je dis ça comme ça, deux personnes au même niveau, Master 2, moi, personnellement, alors c'est vraiment ma façon d'évaluer les gens. Je sais que, par exemple, je ne leur demande pas leur note scolaire, tout simplement. Mais c'est vraiment ma méthode à moi. Hein. Je ne suis pas du tout dans le jugement. Je sais que je vois 2 CV. Dès qu'il y en a un qui a en plus une, voire plusieurs expériences associatives, alors ça ne veut pas dire qu'il sera bon, mais au moins, il montre qu'il a potentiellement plus de compétences dans le monde du travail parce que, je ne sais pas, il a travaillé pour Amnesty
France. Il a déjà été amené à rédiger des articles pour Amnesty, je ne sais pas. Cette personne a déjà été amenée à travailler avec des bailleurs de fonds, donc il sait comment ça fonctionne. Donc, en tout cas, par rapport à l'expérience de l'Institut GIA, et encore une fois, c'est vraiment propre à nous, et pas du tout dans l'évaluation sur les autres, il y a une grosse valorisation du travail associatif parce que ça montre de la motivation et ça permet de développer énormément de compétences, notamment à un jeune âge. Ça, c'est les deux points. Et le troisième point, au niveau des entretiens, je rebondis sur ce que disait Alexandre, sur le fait que voilà, on se sentait prêt, et puis peut-être qu'un entretien, on a raté tout ça. Ayez vraiment un état d'esprit de développement. C'est-à-dire que si vous faites une erreur, si vous plantez, à un moment donné, il faut avoir derrière la clarté de dire je me suis planté parce que ça. Il ne faut pas être buté. Vous prenez conscience que vous avez fait une erreur là-dessus et tout simplement, vous mettez des axes de développement. Donc, vous savez que, je ne sais pas, vous paraissez timide ou sur ce sujet spécifique, il vous manque de compétences. Il faut travailler. Vous êtes planté. Les entretiens, vous allez en rater plein, comme moi j'en ai raté plein, et comme sûrement ceux parmi les intervenants, ils en ont raté plein également. Si vous n'apprenez pas des échecs, vous allez les répéter. Donc, ne voyez pas l'échec à un entretien, et encore une fois, d'ailleurs, que ce soit un syntaxe ou autre, comme tout simplement un sujet pour vous flageller et pour être démoralisé. Non, travaillez et puis continuez à développer, apprenez de vos erreurs, et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Est-ce que les autres intervenants veulent dire un mot là-dessus? Moi, j'ai envie de rebondir sur quelques points. Tout d'abord, sur le savoir-être. Le savoir-être, en fait, il va être spécifique à une organisation et à un poste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sorte un savoir-être unique que tout le monde doit adopter. Et donc, par exemple, ce que moi, je recherche quand je recrute un chercheur, un des premiers enjeux pour moi, c'est la réflexivité. C'est-à-dire que quand je pose une question complexe et que la personne me répond tout de suite, ça m'inquiète. Et ça m'inquiète parce que je me dis, elle n'a pas pris le temps de la réflexion. Et si elle n'a pas pris le temps de la réflexion, même dans un échange comme ça, ce n'est pas un bon indicateur sur le besoin de prendre le temps de la réflexion pour faire un travail de chercheur. Donc ça, par exemple, pour moi, ça fait partie du savoir-être d'un chercheur, de se poser même juste une demi-seconde pour dire quelle est la question, comment je structure ma réponse, etc. Qu'est-ce que je pense vraiment d'un sujet pour développer un début de pensée et pas simplement vomir des préjugés ou pire encore, ce qui a été écrit dans le dernier édito d'un journal quelconque. Donc ça, c'est vachement important pour ça. Par contre, si jamais, je sais pas, je recrutais un lobbyiste ou un activiste d'une ONG, la réflexivité, ce n'est pas un sujet. Il faut au contraire que la personne soit convaincue et convaincante. Donc du coup, je prends juste cet exemple-là parce que du coup, ce savoir-être ne va pas être le même. Et là, ce que je vous incite peut-être à faire, si je peux donner un conseil personnel, c'est de vous mettre dans des situations d'expérience et sortir de vos zones de confort pour apprendre sur vous-même et essayer plutôt de chercher un métier qui vous convient plutôt que d'essayer de vous changer vous-même pour convenir au métier. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je pense que c'est un élément assez essentiel pour être bien avec soi-même. Et du coup, c'est aussi plus facile de bien faire son taf quand on est bien avec soi-même et qu'on est bien dans son taf, quoi. Donc parfois, il faut aussi être capable de dépasser un peu les injonctions de pseudo-réussite que la société nous envoie et qui se traduisent parfois par nos parents, nos camarades d'école ou je ne sais quoi. Deuxième point important pour moi, c'est la qualité d'écriture et de synthèse. Et donc ça va être pour les chercheurs, mais aussi pour les gens qui font de la communication. Et ça se voit en fait très facilement, notamment pour celles d'entre vous qui font des candidatures spontanées. Et à titre personnel, moi, quand il y a un mail très long que je reçois et qui ne me donne pas très rapidement les informations que j'ai besoin d'avoir, je sais que je vais répondre négativement. Je réponds parce que je suis poli et je sais qu'il y a des êtres humains derrière. Mais voilà, donc du coup, quand vous faites un email pour contacter notamment quelqu'un que vous ne connaissez pas, soyez court, allez à l'essentiel. Dites-vous vraiment qu'est-ce que la personne a besoin d'avoir dès le début quand elle ouvre cet email, sachant que cet email va peut-être l'ouvrir pendant une conférence Zoom ou un autre moment. Pour ce qui est de l'application tôt dans le secteur, moi, ça m'est complètement égal. C'est peut-être aussi parce que je suis sur un sujet, les enjeux climat, où alors, ça change avec la mobilisation des jeunes sur le climat, mais fondamentalement, il y a 5 ans, à peu près tout le monde s'en foutait. Enfin, voilà, pour le dire un peu rapidement.
Donc, du coup, c'est pas, à titre personnel, en tout cas, ce n'est pas quelque chose que je regarde en tant que tel. Et je sais par ailleurs qu'il y a plein de, je ne sais pas comment les appeler, des engagements CV, enfin, les gens qui sont étudiants et qui sont officiellement membres d'une association, voire même président d'une association, mais en fait, ils ne font rien. Ils le font juste pour avoir leur CV. Et ça, c'est l'ancien étudiant, moi qui parle, mais genre, j'en ai eu comme ça dans mes assos étudiantes, et genre, ça m'a agacé. Donc bon, si vous voulez faire ça pour avoir un truc sur le CV, bon, bah, vous êtes libre, hein, personne ne va vous en empêcher. Mais dans la mesure du possible, je trouve que une grande chance en fait, qu'on a quand on est étudiant, c'est qu'on a moins de contraintes en fait, que dès qu'on est dans la vie professionnelle. Et vous pouvez dédier une plus grande partie du temps à faire des choses qui vous plaisent. Et autant en profiter parce que ce temps-là, malheureusement, est restreint dès qu'on rentre dans la vie professionnelle classique. Et ultime point pour vraiment seconder ce que Romain venait de dire là, sur le droit à l'erreur, le fait de se développer, d'apprendre, c'est vraiment extrêmement important en début de carrière. Et peut-être pas, je pense que c'est pas une bonne idée de se mettre la pression. Alors je sais que ça sert à rien que je le dise, hein. C'est genre ne stressez pas, mais voilà, vous allez faire des erreurs, c'est normal, c'est la vie. Enfin, voilà, on fait tous des erreurs. L'important c'est de faire des erreurs et d'apprendre et d'essayer d'être un peu moins mauvais au fur et à mesure du temps, puis au bout d'un moment, on devient à peu près bon. Donc voilà. Et devenir meilleur peut-être aussi parfois, c'est réfléchir sur soi-même et essayer de trouver sa place. Et du coup, je vais terminer sur un peu ce qui était mon premier message, quoi. C'est si au bout d'un an, enfin de 6 mois, 1 an ou 2 ans, ça ne marche pas parce que vous ne vous plaisez pas dans un truc ou vous n'êtes jamais pris, peut-être que ça ne vous convient pas et qu'il faut faire autre chose et c'est OK, quoi. Enfin, vraiment. Moi, par exemple, j'ai une collègue qui a été pendant 4 ans à l'Institut et elle est partie parce que, en fait, ce qui l'intéresse, c'est de faire du data mining. C'est très bien. Voilà. Et donc, du coup, au début, on apprend beaucoup sur soi-même. Et c'est tout à fait OK si dans 6 mois ou dans 2 ans, vous vous dites, bah, en fait, j'ai envie de faire tout à fait autre chose. Et il faut l'accepter et bien le vivre. Et généralement, les gens qui font ça, voilà, on galère un peu pendant les premiers mois, voire les premières années. Mais après, voilà, on trouve enfin sa voie qui convient à chacune et chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Est-ce que M. Bacon voulait peut-être en quelques minutes, comme il est déjà presque 25, on ne va pas tarder à conclure, est-ce que vous voulez parler du coup de vos think tanks sur cette question? Non, 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 je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, donc je ne vais pas me répéter parfaitement. Moi, je me Ok, permettrais juste d'appuyer un truc. Thomas a dit quelque chose qui est très important. Les fameux, je ne sais plus c'est quoi les termes que vous avez utilisés, Thomas, mais les fameuses associations CV. Effectivement, là, il faut faire très attention. Quand j'évoquais le fait d'être impliqué dans des associations, c'est être impliqué dans des associations. Mettre quelque chose sur le CV, alors effectivement, quand on lit le CV, on dit c'est pas mal, on va avoir un entretien, puis l'entretien, on se rend compte qu'il y a un gros décalage entre ce qui était ressenti à la lecture du CV et la réalité. Et alors, personnellement, je ne saurais pas vous dire si c'est pire, mais en tout cas, voilà, au final, ça ne nous a pas mis du tout dans cet avantage. Ça ne vous a pas avantagé. Donc, si vous voulez, la solution de court terme qui est que, entre guillemets, je me rassure en sachant que je peux mettre un truc sur mon CV, faites très attention parce que ce qui est attendu derrière, c'est des compétences. Donc, engagez-vous véritablement dans une association. Voilà. Et peut-être là, alors là, j'étais dans la continuité de ce que disait Thomas, mais là, peut-être, je serais un peu plus nuancé sur ce qu'il disait. C'est vrai qu'il y a des savoir-être qui sont très spécifiques tout simplement à des métiers. Ayez malgré tout à l'esprit les rares, mais malgré tout importants, savoir-être, je vais dire, universel, qui est tout simplement les relations humaines. À un moment donné, bon, peut-être que vous êtes que deux dans une équipe, peut-être que vous êtes seul, je ne sais pas, vous êtes un chargé de mission, mais vous êtes amené à, entre guillemets, vendre votre projet à des externes. Voilà, à un moment donné, si vous avez un caractère humain, excusez-moi du terme, exécrable, ça ne va pas le faire. Donc, c'était simplement pour la petite nuance. Je conviens tout à fait que Thomas, vous vouliez parler spécifiquement voilà, des métiers. Et c'est vrai que chaque métier a son savoir-être particulier. Et garder à l'esprit, malgré tout, ce savoir-être, c'est rare, mais important, savoir-être transversaux, qui est que est-ce qu'on a envie de travailler avec vous ou pas, est-ce qu'on a envie de vous écouter. Voilà, c'était vraiment la parenthèse. merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui très rapidement veut rajouter quelque chose ou sinon on va pouvoir conclure? C'est OK?
Ok. Bah, écoutez, on va conclure comme ça. Il y a parce qu'on a notre pôle suivant du coup qui va commencer vers 13h30. Donc, je vous invite toutes les personnes qui ont suivi ce pôle à vous rediriger vers notre pôle diplomatie fonction publique, donc qui se déroulera de 13h30 à 15h30. Donc, on aura notamment une analyste politique à la Commission européenne, un diplomate et un chargé politique et presse en ambassade en République de France en République du Congo. Donc voilà, ça se passera pareil sur la page de l'événement dans une autre publication et ça commencera dans 5 petites minutes. Et je tenais à remercier déjà encore une fois nos intervenants d'avoir pris de leur temps pour venir échanger avec nous. J'espère aussi en tant que public que ça vous a été utile et que vous avez pu découvrir de nouvelles choses et aussi que les intervenants, vous avez pu apprécier ce moment d'échange. Et merci beaucoup. Voilà, on va conclure. Merci à vous tous. Merci et bonne journée. Au revoir. Au revoir.